14 h et comme vous le savez, l'actualité sur DRTV International, c'est maintenant. Si vous avez déjà emprunté la nationale numéro 1 pour vous rendre à Pointe-Noire, vous avez certainement aperçu ce forage d'eau situé aux abords de la route à hauteur du village Mengo. Le forage approvisionne non seulement les usagers de la route, mais également les habitants du village Mengo. Son promoteur, qui n'a pas de concurrent dans les environs, se frotte même les mains. C'est un reportage de Jean-Pierre Février et Kevin Lemboussou de notre bureau de Pointe-Noire. Aux abords de la route nationale numéro 1 est installé depuis un an le forage rural d'eau potable de Mengo, initiative d'un particulier. Par manque d'électricité, le dit forage est alimenté par un groupe électrogène permettant à son promoteur de satisfaire les attentes en eau des habitants du village Mengo et des passants sur la route nationale numéro 1. Véritable château d'eau, maintenant une audience pour tous ceux qui consomment cette première boisson physiologique de l'homme, dont le bidon ne coûte que 50 francs. Les gens ils viennent avec les récipients de 25, soit plus, et ils achètent de l'eau. Et le bidon il coûte 50 francs. Oh, bon, juste Mengo. Et il y a des gens qui quittent aussi Brazzaville. Quand le véhicule chauffe, ils viennent demander de l'aide ici. On leur donne de l'eau. Donc, c'est au service national, comme on est au bord de la route nationale. Je commence à 6 h, je termine à 6 h du soir. Non, ça marche, mais sauf que c'est la pluie. Notre concurrence, c'est la pluie. Lorsque ça plaît, on est dans les chaos, mais sinon ça marche. Surtout la saison, ça répond. Ayant pour seul concurrent la pluie, le forage rural de Mengo, installé pour satisfaire les difficultés d'eau observées dans les périphéries immédiates de Pointe-Noire, doit maintenir le cap de son action humanitaire. Allons dans le département du Niari pour dire que les rues du quartier Capable, nous sommes là à Dolisie, sont toutes impraticables, rendant ainsi difficile la circulation. C'est une situation vieille de 2 ans bientôt. Les populations en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. C'est un reportage de Demontes Mavungu et Aurélien Zengi. Les populations du quartier Capable dans le premier arrondissement de la ville de Dolisie n'en peuvent plus de la dégradation continue de leurs ruelles. Selon certaines sources, nous en sommes déjà à 2 ans de ce phénomène qui ne quitte pas le quotidien de ces populations de cette partie de la capitale de l'Or-Vert. Il s'agit bien entendu des rues Mayoko, Tatumeya, Banda, Blanche Gomez et Chimpavita du CQ 102 de l'arrondissement numéro 1 Fundu Fundu. À vue d'œil, cette ruelle dénommée Mayoko, environnée d'herbes sauvages, n'est plus praticable et n'arrange guère les riverains qui sont obligés de faire un contour pour arriver à proximité de leur habitation. Le quartier Capable dans la rue Mayoko, carrément, est impraticable. Parce que les taxis ne rentrent plus pour rentrer dans le quartier, il faut contourner dans la rue Satumeya. Il y a même des trous qu'on a dit, les gens du quartier, qu'on ne pouvait pas remplir par les herbes, mais il a insisté de mettre les herbes. Donc, disons, le quartier, quand il pleut, là, c'est une inondation de la zone du Balaba. Donc, la ruelle Mayoko n'est pas praticable par des taxis. La rue Mayoko, une des ruelles plus dégradées que d'autres dans ce secteur, a connu un entretien des services municipaux il y a plus de 2 ans. Même les élèves passant par là, pour atteindre leurs différentes écoles, sont obligés de marcher dans cette piste herbeuse à leur risque et péril. Oui, il relève bien au premier chef à la municipalité d'entretenir les voiries urbaines, mais il n'est pas exclu que les populations participent à cet entretien avec l'appui des chefs de quartier en mettant en application la circulaire du Premier ministre portant salubrité des espaces publics tous les premiers samedis du mois. Pour avoir une santé saine, il convient d'assainir son environnement immédiat. Au conseil municipal de Dolisie d'enregistrer et solutionner les doléances des populations du CQ 102 dit quartier Capable. En parler dans ces sujets d'entretien, allons justement à la découverte sur place même à Dolisie d'un citoyen qui s'appelle Évariste Mabika et qui depuis un certain temps entretient les jardins publics de Dolisie situés à proximité de la région de la gendarmerie. Le site attire la curiosité des visiteurs et fait même la fierté des Dolisiens. Évariste, qui pratique le jardinage avec joie, sollicite tout de même de l'aide. Demontes Mavungu, une fois de plus.
Évariste Mabika, c'est bien ce Dolisien fleuriste qui a eu l'ingénieuse idée de concevoir et d'entretenir quotidiennement ce jardin public situé au cœur de la ville de Dolisie, à quelques encablures de la région de Gendarmerie. Ce citoyen de bonne foi, soucieux de présenter le beau aux autorités, a été encouragé par le premier citoyen de la ville de Dolisie pour occuper cet espace vert. Un espace beaucoup sollicité par les élèves pour des fins de lecture, mais aussi par d'autres citoyens à la quête d'un bel air naturel. Évariste Mabika a le soutien de la gendarmerie pour l'extension de ce jardin public et pour preuve leur implication au désherbage de cette zone. Une zone où ce fleuriste interviendra pour sa transformation en espace vert, un jardin public qui vient à point nommé redorer le blason de ce secteur. Mais tout à fait, ça dit que c'est un monsieur qu'il faut encourager. C'est des œuvres comme ça qu'on nous devrons, n'est-ce pas, féliciter et encourager. Il me manque même les mots pour féliciter le monsieur. Regardez comment la ville est propre. Regardez l'autre côté là-bas. Hein? Regardez comment c'est sale là-bas. Sincèrement, s'il faut, si on pouvait avoir 2 ou 3 personnes, vraiment, c'est Dieu merci. Marcel Mabika reste en attente des personnes de bonne foi susceptibles de lui procurer le matériel aratoire. Les difficultés chez moi ici, il me manque les matériels, tels que les bottes, la machine tendeuse pour coiffer le gazon, les pelles, les bottes, beaucoup de matériel qui me manque. Une initiative à encourager à l'instar de la région de gendarmerie du Niari. Revenons dans la capitale, Brazzaville, pour évoquer cet accident des circulations qui s'est produit ce mercredi à hauteur de l'aéroport international Maya Maya. Un bus de la Société des transports publics urbains STPU avec à son bord de nombreux passagers a fauché un autre moyen de circulation, une voiture pour être précis aux environs du rond-point de cet aéroport. Regardez. C'est ici que s'est produit cet accident de circulation. Ce bus de la Société de transport public urbain STPU, en pleine vitesse, en provenance de la Patte-d'Oie, a percuté de plein fouet ce véhicule Toyota Corolla en stationnement à ce rond-point. Selon les témoignages recueillis sur place, le chauffeur de ce véhicule particulier, constatant une panne sèche, a immobilisé sa voiture à ce rond-point. Et comme il faut suffisamment de l'espace pour ces bus pour prendre un virage, le chauffeur ne pouvait mieux faire que ce qui s'est produit. Moi j'ai pris ça vers la DEC là. On arrive vers le rond-point. Je crois qu'il y avait un monsieur qui avait une voiture personnelle qui remplissait je ne sais pas si le carburant de l'eau. Bon, je ne sais pas si le conducteur de mal à l'aise était surpris, mais à la dernière minute, il a vu ce conducteur-là. Il a vu des gens qui remplissaient au moment où il devait, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, chauffeur passer ou détourner, il coince et il percute ces voitures-là. La voiture s'est retrouvée de l'autre côté et nous, on a foncé droit vers au mur. Donc, au mur de la Secna, là, vers les grilles, là. C'est où après d'autres personnes sont sorties, on évacué. Dieu merci pour moi, j'étais derrière, je suis sorti sain et sauf quoi. Mais je prie beaucoup pour celles qui avaient le saka qui était devant. C'est ceux qui ont eu plus de choc. Plusieurs blessés ont été enregistrés à l'intérieur du bus. Dans un autre registre, le ministre de l'enseignement technique et professionnel de la formation qualifiante a procédé jeudi à l'ouverture des travaux de la 3e édition du Congrès des ressources humaines Afrique au cœur, allais-je dire, de cette séance, la gestion des compétences dans les entreprises. Le point avec Evrachi Kasumba et Henri Mavambo.
Valoriser le capital humain pour une performance économique et sociale durable des organisations, c'est l'enjeu de cette 3e édition du Congrès des ressources humaines Afrique. Pendant 3 jours, les participants vont échanger sur les questions liées à la gestion du capital humain pour le bon fonctionnement d'une entreprise, telles que l'éthique, la bonne gouvernance, le dialogue social, la culture d'entreprise. Bref, il s'agit de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Le besoin en capital est important. Le besoin de développement du capital humain pour qu'il soit réellement, qu'il participe réellement au développement des organisations des pays partants de l'Afrique, et c'est très important. Donc nous allons au sortir donc de ce congrès, je pense que nous aurons à faire des recommandations, des résolutions qui seront d'un grand intérêt pour nos pays, pour nos organisations, afin que l'homme, le capital humain soit réellement pris en compte dans les politiques sociales et économiques. Prennent part à ce congrès ressources humaines Afrique les dirigeants, les décideurs, les cadres de la fonction publique d'Afrique. Après les 2 premières éditions tenues à Abidjan en Côte d'Ivoire, c'est le Congo qui a eu l'honneur d'abriter cette 3e édition du congrès ressources humaines Afrique. C'est Nicéphore Fila de Saint-Eudes, ministre de l'enseignement technique professionnel de la formation qualifiante, qui a ouvert les travaux de ce congrès ressources humaines Afrique. Parlons à présent de la lutte contre le réchauffement climatique qui a fait l'objet d'un échange entre les membres du gouvernement et une délégation sénatoriale française en ce jour de travail à Brazzaville. L'enjeu est d'examiner les contours de l'accord de Paris sur le changement climatique et sa mise en œuvre en République du Congo. Les détails dans ce reportage de Léonie Tsoumou et Gervais Mwaka. Cette séance de travail entre les membres du gouvernement et la délégation sénatoriale française en séjour à Brazzaville a été initiée par la ministre congolaise du Tourisme et de l'Environnement. Un dialogue politique sur le climat qui a permis aux 2 parties de discuter entre autres sur les rapports positifs et les contraintes sur les efforts à consentir au niveau national, la mise en évidence des points forts du pays et ses vulnérabilités face au changement climatique et de faire une revue des ressources et mécanismes financiers mobilisables, y compris les modalités d'accès à ces ressources. L'Afrique en général est une part de solution aux problèmes de dérèglement climatique et le Congo en particulier dispose des atouts nécessaires dans la lutte contre ce phénomène. Les événements récents à Pointe-Noire montrent que nous avons des enjeux, notamment sur les inondations, qu'il faut anticiper avec beaucoup d'investissements à faire et que donc le modèle de ville durable peut aussi se renforcer avec l'exemple des villes du Congo, que le Congo c'est aussi des savanes qui sont aujourd'hui sous-utilisées alors que c'est un pays qui n'est pas aujourd'hui autonome au niveau alimentaire et là le développement de l'agriculture périurbaine est un enjeu aussi très très important et c'est un pays évidemment de forêt, mais nous avons d'abord parlé de la ville avant de parler de la forêt. C'est un pays de forêt, donc un pays qui stocke le carbone et qui doit être justement rétribué pour ce stockage, et un pays de grande richesse de biodiversité, ce qui est une contribution à l'équilibre et à la beauté du monde, qui là aussi doit mériter d'être soutenu. Et derrière, c'est aussi des enjeux, des opportunités d'écotourisme très importantes. Le Congo joue un rôle déterminant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Fonds bleu initié par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso pour préserver le bassin du Congo, 2e poumon de la planète, en est une preuve. Et puis saluer les efforts réalisés par la République du Congo en matière de planification familiale et de santé maternelle. C'est toute la substance de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu ce mercredi 12 février 2020 avec Mabingi Ngom, directeur régional du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'était à la résidence du Plateau et le reportage est signé Roch Kamba de la presse présidentielle. En 10 ans, le Congo a fait des progrès considérables dans la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et dans l'investissement dans le capital humain, ce qui équivaut à près de 1200 décès pour 100 000 naissances vivantes.
C'est justement pour féliciter le gouvernement de la République du Congo que le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mabinge Ngom, en séjour de travail à Brazzaville, a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous en avons profité pour féliciter M. le Président pour les résultats excellents accomplis par le Congo en ce qui concerne la lutte contre la mortalité maternelle. Donc le Congo a pu baisser de plus de 45% donc la mortalité maternelle en 10 ans. Donc, c'est une performance qui dépasse de loin donc celle réalisée par l'ensemble de la communauté internationale sur 25 ans. Donc le Congo a pu faire en 10 ans ce que la communauté internationale n'a pas pu faire en 25 ans. Nous avons également remercié le président pour le rôle qu'il a joué pour l'adoption de la feuille de route de l'Union africaine en 2017, donc pour les investissements dans les jeunes et la capture du dividende démographique, parce que le Congo a été le premier pays en Afrique au sud du Sahara à lancer sa feuille de route pays. Le Fonds des Nations Unies pour la population a également pris l'engagement d'accompagner le Congo lors du prochain recensement général de la population et de l'habitat. Nous avons également évoqué la question du prochain recensement général de la population et de l'habitat, pour lequel mon institution assure un peu de leadership sur le plan mondial. Et nous avons pris l'engagement d'accompagner le Congo pour la réalisation de ce recensement dans les périodes qui viennent, et l'objectif c'est vraiment de le faire avant les prochaines échéances. À noter que le bureau régional du FNUAP est basé à Dakar, au Sénégal. Parlons à présent de cette rencontre aux allures des plaidoyers sur des questions liées à l'autonomisation des jeunes et les dividendes démographiques qui a été organisée ce mercredi au rectorat. Rencontre entre le directeur régional du FENEA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec la jeunesse congolaise. Dans sa communication, Mabinge Ngom qui a présenté les plans d'action de son institution pour les soutiens des jeunes au développement du pays. C'est un reportage de Armand Nsanza et Henri Mavambo. Mabinge Ngom face aux étudiants congolais ce mercredi est le premier à ouvrir la série de plaidoyers. Flavien Zamba, coordonnateur de l'équipe technique NTA Congo. C'est un modèle économique qui est basé sur la maîtrise du taux de naissance et de mortalité d'un pays en tenant compte de la pyramide des âges. Un projet continental adopté par l'Union africaine et accompagné par le FNUAP. Flavien Zamba a donc saisi l'occasion pour présenter la feuille de route de son équipe, les difficultés qu'il rencontre, notamment le manque de financement pour bien faire la coordination au directeur régional du FNUAP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le diplomate onusien est fier de voir aujourd'hui cette équipe piloter ce projet après avoir maîtrisé les données et outils d'analyse sur les dividendes démographiques grâce à la formation que les membres de l'équipe ont bénéficié au Sénégal. Pour le reste, le Fonds des Nations Unies pour la population est prêt à accompagner NTA Congo pour aller de l'avant. Le Congo est le premier pays à lancer la carte dividende démographique dans son plan national de développement. Le Congo est aussi l'un des rares pays de l'Afrique subsaharienne à investir plus dans la santé. C'est pourquoi le directeur régional du FNUAP, zone Afrique de l'Ouest et Centre, est fier de la politique du gouvernement qui accorde de l'intérêt à la santé avec la réduction de la mortalité maternelle à plus de 45%. Mabinge Ngom a rendu hommage au gouvernement congolais pour ses efforts et l'a exhorté en même temps à ne pas s'arrêter. J'ai été également agréablement surpris que le Congo ne s'est pas limité seulement à la participation au sommet de Addis, ou simplement le lancement de la feuille de route, mais je crois que le Congo a pu quand même inscrire la question de la capture du dividende démographique dans son plan national de développement. Je pense notamment au niveau un peu de l'axe 2,
donc qui porte un peu sur le développement du capital humain. Et j'ai beaucoup apprécié donc, le fait que le Congo compte sur cette carte de dividende démographique pour réaliser son pari. Côté éducation, par contre, le diplomate onusien a demandé au gouvernement à investir davantage sur la scolarisation des filles. La question de parité dans les nominations a été aussi abordée dans sa communication. Le FUNIAP va créer des conditions d'accompagnement pour répondre aux préoccupations des jeunes qui doivent construire le Congo de demain. Les jeunes doivent être la lumière de la patrie, car sur leurs épaules se repose le poids de la nation. Pour clôturer en beauté ce grand métope, un document de plaidoyer lui a été remis par les jeunes pour le soumettre aux partenaires de développement. Le 1er mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de la sécurité civile. Prélude à cette journée, plusieurs initiatives, sinon activités sont prises à l'instar de cette formation que les sapeurs-pompiers dispensent aux soldats des forces armées congolaises. Formation portée sur les sécurismes de combat. Morel Mabélé et David Gomez nous en font les points dans ce reportage. Ce que vous avez fait là, c'est ce que nous appelons la protection. Qui doit-on protéger? On doit protéger d'abord le sauveteur. Le 1er mars, l'humanité célèbre la journée internationale de la sécurité civile. En prélude, plusieurs activités sont menées, à l'instar des rudiments nécessaires sous le sécurisme de combat que les éléments de la direction générale de la sécurité civile donnent aux sous-officiers et officiers des forces armées congolaises, notamment ceux du bataillon de sport, du commandement des écoles, de la marine nationale, du groupement paracommando GPC et de l'état-major de l'armée de l'air. Attention pour lever. Levez. Le but de cette instruction qui vient des autorités militaires du pays est de permettre aux soldats de poursuivre sa mission tout en assurant sa propre protection. Ces soldats ont appris les gestes qui sauvent. On peut citer entre autres l'extraction sous le feu, qui veut dire en des termes clairs, pendant le combat, s'il y a un blessé, il faut le retirer de la zone de tir pour le mettre dans un nid de blessés, qui est le premier maillon de la chaîne avant de l'amener au point de rassemblement des blessés. Quelques bénéficiaires de cette formation ont réagi. Sécuriste de combat, aujourd'hui encore, on vient d'apprendre d'autres choses que nous n'avons jamais appris, jamais connues. Déjà sur l'extraction, que nous avons commencé sur ça, déjà que nous avons commencé par les définitions. Nous avons appris sur l'extraction sous le feu. En ce moment-là, nous avons appris, on a fait les pratiques aussi sur l'extraction, comment prendre un ami victime, le prendre et puis l'engager jusque dans les tranchées. Bien, nous avons aussi appris sur les hémorragies, les 3 hémorragies que nous avons appris aujourd'hui. Quelle est la conduite à tenir en face de des hémorragies-là. C'est-à-dire que les hémorragies externes, souvent nous avons des cas comme ça, que nous avons appris, comment placer la compression, comment placer le garrot, qui vient souvent au dernier ressort. Nous avons aussi appris, en ce qui concerne les blessés, des fractures, comment immobiliser la jambe, immobiliser les bras. Le commandant de police, Ghislain Bionzot Kenyolo, parle du bien fondé de ces gestes. Nous avons plus parlé des hémorragies externes. Et la conduite à tenir, c'est juste arrêter l'hémorragie pour éviter que les blessés puissent se vider de son sang. Nous avons parlé des fractures. Conduite à tenir devant les fractures, nous avons parlé des immobilisations. Donc il suffit d'immobiliser le membre fracturé et de conduire la victime auprès du médecin. Donc nous avons parlé en tout de 9 thèmes et nous croyons que les soldats ont compris parce que eux-mêmes ils ont pratiqué. Le lieutenant-colonel Gabriel Somba, chef de division formation et sport à l'état-major de l'armée de l'air, pense que les jours à venir, cette formation détaillée sur le sécurisme de combat sera intégrée dans leur instruction. Nous avons des notions mais qui ne sont pas aussi détaillées que ceux de la sécurité civile. C'est pour cela que je répète et j'insiste que leur programme devait intégrer le nôtre pour la survie des hommes au combat. Nous avons apprécié leur programme qui est suffisamment détaillé. Il est très détaillé par rapport au nôtre. Nous avons des choses élémentaires, des notions élémentaires, mais leur programme est bien détaillé
C'est sous le thème « La protection civile pour un sécurisme dans chaque foyer » que cette journée est célébrée cette année. Et puis cette information avant de boucler cette édition, décédée le 1er février dernier à Paris en France, la sénateur Emilienne Charlotte Lekunzu a reçu aujourd'hui même les hommages de la République. C'était au palais de Congrès. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, était lui-même sur les lieux, mais peu avant cela, hier soir pour être précis, elle a reçu les hommages des sportifs en tant qu'ancienne présidente de la Fédération congolaise des handball. Elle a reçu donc des hommages de la part des sportifs au gymnase Nicole Oba de Talangaï. Vrachika Sumba nous en fait le point dans ce reportage. Consternation, émotion quand la dépouille mortelle d'Emilienne Charlotte Lekunzu, née Ilondo, est arrivée dans cette grande salle du gymnase Nicole Oba de Talangaï pour un dernier hommage sportif. Après avoir observé une minute de silence, l'assistance a eu droit à 2 matchs d'exhibition. Le premier, celui qui a mis aux prises les anciennes Diables Rouges aux anciennes joueuses de handball. Au finish, les anciennes joueuses de handball ont battu les anciennes Diables Rouges 6-3. Le second match est celui qui a opposé les dames des Diables Rouges à l'Étoile du Congo en catégorie junior. Match qui a vu la victoire des dames de l'Étoile du Congo 5-4. Lisons le mot du président de la Confédération africaine de handball, Charles Amboumaou, secrétaire général de cette instance africaine, est revenu sur le parcours de l'illustre disparu, tout en signalant qu'Emilienne Charlotte Lekunzu a su marquer le handball congolais en sa qualité de présidente de la Fédération congolaise de handball de 2000 à 2004. En m'adressant à vous, Charlotte Emilienne Lekunzu, vous avez inoculé aux handballeurs de votre grand pays, le Congo, des valeurs, des dons qui les ont poussés à l'efficacité. Ceci pendant plusieurs décennies en témoignent les résultats glanés par le handball congolais. Vous avez injecté dans leur vie sportive cette lumière dont vous seul aviez le secret et qui a fait non seulement votre compagnie, mais surtout votre constante présence dans leur vie de tous les jours. Ceci a été profondément apprécié. À l'un de ces éminents membres que vous avez été, la grande famille du handball africain vous remercie pour votre grand dévouement à la cause du sport en général, mais du handball en particulier. Adieu Charlotte Emilienne Lekunzu, adieu, que la terre de vos ancêtres vous soit légère. Dépôt de gerbes de fleurs, recueillement, c'est par ces rituels que cette cérémonie d'hommage sportif a été bouclée. Décédée le 1er février dernier à Paris en France, Emilienne Charlotte Lekunzu fut présidente du comité des sages de l'association multidisciplinaire de l'Étoile du Congo. Elle laisse 7 enfants dont 6 filles et 1 garçon. Nous disons adieu la marraine Emilienne Charlotte Lekunzu. Faudrait-il rappeler que les hommages rendus à elle par la République vous seront diffusés dans nos prochaines éditions, notamment ce soir à 20h30. C'est la fin de cette édition. Je vous dis au revoir et à très bientôt.